Et en effet, bonjour Martine Aubry, bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous sur LCI en direct ce matin du Carnot, qui est un café plus que centenaire en centre-ville, près du Vieux-Lille, près de tous ces quartiers de la Grande Place merveilleusement restaurés. On va évidemment parler des municipales. On est à quelques jours du premier tour. Vous avez replongé pour un 4e mandat, éventuellement, si vous êtes élu. On va voir ça. C'est une campagne très intéressante et quand même disputée. Mais d'abord, un mot évidemment du coronavirus. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais bien. En général, d'ailleurs, aujourd'hui dans le Nord et dans la métropole, on n'a aucun cas. Enfin, je pense que c'est une affaire grave qui a été prise avec sérieux, et tant mieux. Vous savez, j'ai été ministre de la Santé, je suis présidente d'un des plus grands CHU de France. Moi, j'ai confiance, parce que j'ai confiance en notre personnel de santé. Bon, ils vivent des moments durs depuis des années, notamment ces derniers mois, mais néanmoins, ils feront tout pour faire face. Et on a un des meilleurs systèmes de santé au monde. Donc je crois qu'il faut se le rappeler, il faut faire confiance. En tout cas, moi, je leur fais confiance. Par ailleurs, comme maire, bien sûr, je me suis occupée des écoles, du moindre cas d'un enfant qui peut revenir d'une zone qui a le virus. Bien évidemment, mettre des savons dans chaque classe avec du papier pour qu'il ne soit pas réutilisable. Appeler tous les événements pour qu'on ne dépasse pas actuellement, évidemment, les 1000. Travailler donc, comme doit le faire un maire, c'est-à-dire coordonner un peu l'ensemble des choses. Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il faut être serein tout en étant sérieux. Voilà. Et le gouvernement demande d'appliquer un certain nombre de normes. Nous le faisons strictement. Et en même temps, je pense que dans les endroits où le virus n'est pas là encore, il faut continuer à vivre normalement, sans inquiétude particulière, sachant que ceux qui sont touchés, pour 80%, c'est une rhinite estivale. Nous disent les médecins, il faut prendre au sérieux ceux qui ont, pas seulement qui sont âgés et malades, ou déjà avec une maladie chronique, ou des personnes qui auraient une maladie chronique très avancée. Voilà. Donc le CHU de Lille est prêt à passer au stade 3, puisque c'est d'abord les services sanitaires qui seront évidemment, et hospitaliers en particulier, qui seront à ce moment-là sollicités. Donc là, aucune inquiétude. Beaucoup de personnes de l'Oise déjà. Vous parliez du gouvernement. Vous avez été d'ailleurs, vous, numéro 2 d'un gouvernement. Vous savez ce que c'est qu'une crise? On voit bien que le gouvernement, il ajuste au plus près, jour après jour, sa politique de santé publique. Ça vous semble être la bonne méthode? Vous savez, je crois que dans un cas comme celui-là, il ne faut pas faire de polémique. Voilà. Donc moi, je respecte intégralement ce qui est demandé. Parfois même, on va un peu au-delà. Et je trouve que c'est bien normal. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire peur. Hein, je veux dire, il ne faut pas faire peur. On doit avoir confiance en notre système de santé. Et qu'est-ce que c'est faire peur? Faire peur, c'est expliquer que, par exemple, on ne peut plus du tout rendre visite aux personnes âgées. Quand on est ici et qu'il n'y a pas un seul cas, non. Je ne vois pas pourquoi on dit ça. Oui, c'est-à-dire que, pardon, je vous coupe parce que je voudrais qu'on revienne à ce que vous dites. C'est le président Macron lui-même qui a dit éviter le plus possible d'aller voir les personnes âgées. Ça vous semble un peu... J'ai pas envie de critiquer le gouvernement et le président sur une affaire comme celle-là. Je dis simplement, il faut le traiter avec grand sérieux et c'est ce qui a été fait. Et moi, j'ai confiance dans le personnel, les professionnels de santé qui sont dans nos hôpitaux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a des élections bientôt. On mettra les produits, les masques à l'entrée, même si je pense que dans une zone non infectée, cela... n'est pas obligatoire. Donc un masque à l'entrée des bureaux de vote, vous voulez dire? C'est ce qu'on nous a demandé, de mettre évidemment des produits et des masques pour ceux qui le souhaitent. Voilà, tout cela sera fait, on désinfectera les stylos, les matériels, etc. Mais bon, il ne faut pas créer quand même une peur énorme dans des endroits qui ne sont pas aujourd'hui touchés par le virus. On le saura peut-être d'ici dimanche. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc du sérieux. Pas de dénonciation, mais pas non plus de peur excessive dans un pays comme la France. On n'est pas l'Italie en termes de système de santé. Non, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un relatif consensus politique autour de la politique du gouvernement, sauf le Rassemblement national qui, depuis des semaines, dénonce un manque d'anticipation. Et continue. Non, ça c'est faux et on ne peut pas laisser dire cela. Maintenant, il ne faut pas non plus en rajouter, c'est ce que je dis, parce qu'on voit bien les raisons qui pourraient amener à le faire. Donc vous dites pas de dramatisation non plus? Non, pas de dramatisation, du sérieux. Ouais. Moi, vous savez, je n'ai pas attendu, on était en vacances, les enfants qui recommençaient le lundi, dès le jeudi soir, j'ai envoyé à tous les parents sur leur mail, si vous venez de telle ou telle zone, n'amenez pas vos enfants, 14 ans, etc. Dès les vacances, nous avons mis les savons et les essuie-mains non réutilisables dans toutes les écoles. Nous suivons chaque enfant et dès qu'on a eu un cas,
Ah, il revient de Crépy-en-Valois. Évidemment, on l'a fait tester. La région, dans l'Oise, est touchée, hein, dans la région Hauts-de-France. D'accord, on est dans une très grande région. Voilà. Bon, je ne veux pas dire que ça ne viendra pas sur l'île, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, essayons de traiter les choses avec sérieux. On vous en parle beaucoup pendant la campagne? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Un peu dans les catégories populaires, les personnes âgées, mais qui disent par exemple « Ah ben il va y avoir une élection, moi j'ai toujours voté. C'est pas cela qui va m'en empêcher, parce qu'ici on n'a rien. » Voilà. Mais certaines personnes, regardant peut-être un peu trop la télévision, qui en rajoutent parfois un peu trop... C'est la photomédia? Non, j'ai pas dit ça, mais je veux dire à certains. À certains. À certains, ça veut dire quoi? C'est tout, on arrête là. J'ai dit pas de polémique, on doit travailler. Moi, je m'occupe 3-4 heures par jour de ce sujet pour appeler le cirque Grus qui s'installe ce week-end à Lille. Et je lui ai dit, voilà, on ne dépasse pas les 1000, donc 960, puisque vous êtes 40 à jouer sur scène. J'appelle, nous travaillons avec l'île Grand Palais, on a annulé pratiquement toutes les manifestations. Il y a un impact économique déjà? Il y aura un impact économique. Il n'y en a pas encore de manière importante dans les restaurants ou dans les boutiques, mais il y en a par exemple sur les hôtels. Très important, puisqu'on a annulé l'ensemble des... Par exemple, on avait notre FIAC lilloise, Art-Up, qu'on a annulé. Tous les congrès qui venaient à l'île Grand Palais et qui avaient occupé l'ensemble des hôtels. Et évidemment, là, il y aura une perte pour des restaurants aussi à ce moment-là. Vous allez les aider déjà? Ils se tournent vers vous? Non, je pense que ce n'est pas à nous de les aider. En l'occurrence, c'est une affaire qui dépend de l'État. Mais... franchement, serrons les coudes sur une affaire comme celle-là. Serrons les coudes et soyons sérieux. Mais du sérieux. C'est ce que vous craignez le plus, dans le fond, aussi à ce stade? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. L'essentiel, c'est que tout le monde soit sérieux et réalise. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais tous les jours avec l'ensemble des acteurs concernés. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts au cas où le virus viendrait toucher la métropole lilloise. Et n'ayez pas peur d'aller voter dimanche. Hein. Toutes les dispositions seront prises. Ah, toutes les dispositions sont prises. Oui. Alors, le vote. L'île en commun, l'île en confiance, c'est le nom de votre liste. Vous avez un bilan, ça fait 18 ans que vous êtes maire. Depuis 6 ans, la ville a gagné en habitants, la dette a été réduite. Mais l'insécurité a fortement implosé, notamment sous le coup des trafics de drogue qui a explosé à Lille. Et puis les Verts contestent votre bilan écolo, environnement, sécurité sont les grands thèmes de votre campagne, comme dans beaucoup de villes d'ailleurs. Et notre partenaire, le quotidien 20 minutes, a demandé à ses lecteurs lillois de vous poser des questions. Martine Aubry, vous verrez, elles sont assez directes. Par exemple, celle de Lisiane. Elle a 63 ans, elle fait du vélo. Et voilà ce qu'elle vous dit. Quand la ville de Lille va-t-elle faire de vraies pistes cyclables? Rouler en vélo à Lille, c'est l'accident ou la mort assurée, ajoute-t-elle. Voilà, c'est signé Lisiane. Hein. Peut-être un petit peu exagéré. Mais des vraies pistes cyclables, il n'y en a pas. Alors, d'abord, j'étais présidente de... Je rappelle que le vélo, ça dépend de la politique de la métropole. J'étais présidente de la métropole quand on a mis en place le Vélil. C'est moi qui l'ai mis en place. Où nous avons développé les pistes cyclables, que je souhaite encore plus développer. Cela dépend de la métropole, mais on fait de la pression. Et moi, ce que je souhaite de plus en plus, c'est évidemment d'avoir non seulement une continuité dans les pistes cyclables, on appelle ça les rêves, les réseaux express vélo. Nous en prévoyons 12, vous le verrez dans notre projet, qui soient à la fois continus et qui soit à la fois sécure. Alors, c'est plus facile de faire de la sécurité dans des grands boulevards que quand on est dans le cœur de ville, classé avec des rues qui sont étroites. Et je comprends ce que dit Lisiane lorsqu'elle me parle de rouler sur des pavés classés qu'on ne peut retirer quand il pleut et que ça glisse, et qu'on passe face à face, je dirais, à côté des voitures. Toutes les rues, là, un peu plus larges que nous avons aménagées, nous essayons de faire en sorte que les arbres soit entre les voitures et les vélos. Nous avons fait par exemple aussi la première vélorue du nord de Paris, c'est-à-dire que dans une rue... Du nord de Paris, c'est-à-dire que la première rue où le vélo est prioritaire sur les voitures. La Grand Place, par exemple, le vélo et les piétons, c'est une zone de rencontre prioritaire sur les voitures qui ne peuvent pas dépasser 20 km/h. Alors justement, je voudrais vous citer votre rival qui est écolo, le candidat Stéphane Bally, qui arrive deuxième dans les sondages, mais pas très loin de vous, et qui dit, ben voilà, Martine Aubry, elle veut plus de vélos, plus de tramways, mais à place égale pour la voiture, je suis le seul à poser franchement la question de la place de la voiture à Lille. Est-ce que vous réduisez la place de la voiture? C'est la question qu'il vous pose. Oui, est-ce que je peux répondre très simplement que le vrai sujet dans cette campagne, c'est les contre-vérités.
quand on est, comme Stéphane Bally et les Verts, depuis 18 ans avec moi. Vous gouvernez ensemble. Il est votre conseiller municipal chargé de l'énergie. Il est conseiller municipal chargé de l'énergie. Quand j'ai fait, en 2001, je venais d'être élu maire, le premier programme de développement durable de toutes les villes françaises, ça s'appelait l'Agenda 21. Et j'ai fait un premier plan de circulation en 2005 qui réduisait la place de la voiture. J'en ai fait un autre très important en 2016, qui a d'ailleurs entraîné beaucoup de réactions. C'est normal, ça a changé les habitudes des gens, et puis les commerçants étaient inquiets. Nous avons fait des dizaines de réunions. Les Verts n'étaient pas à notre côté pour nous soutenir face aux oppositions, car quand il y a des oppositions, on ne les voit pas. Ensuite, nous sommes allés à Oslo, non pas pour être capitale verte, on savait bien qu'on ne pouvait pas l'être, en plus c'était la première fois, mais pour nous engager à aller plus loin sur la mobilité, sur la nature, sur le type de construction, etc. Donc vous n'avez pas de leçons à recevoir. Eh bien là, attendez, nous avons décidé de passer à 30 km/h, nous l'avons annoncé en juin. Toute la ville aujourd'hui, sauf les grands axes, est à 30 km/h. C'est nous qui l'avons fait. Et d'ailleurs, les Verts n'ont pas souhaité venir à Oslo. Donc, je le dis très simplement... C'est une contre-vérité, ce qu'il dit. Voilà, c'est une contre-vérité. Et c'est ça que je regrette le plus dans cette campagne, venant surtout d'hommes et de femmes qui étaient dans la majorité et qui devaient s'occuper aussi de ces questions-là, c'est de ne nous avoir pas accompagnés, parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui rouspétait, eh bien, il fallait défendre seul. Voilà, donc je le dis comme je le pense. Mais c'est d'avoir trop construit et d'avoir verdi votre politique, mais sur le tard. Sur le tard, je vous explique. Eh ben, écoutez, 2001, je viens d'être élu maire. Le plan de développement durable, l'agenda 21. Il y avait en cœur de ville, juste à côté de la mairie, il y avait 11 voies de circulation et un parking sauvage. J'en ai fait le parc Jean-Baptiste Lebas. C'était en 2004. Immédiatement, nous avons construit le premier quartier éco-durable qui a été labellisé en France comme le premier quartier, les rives de la Haute-Deule à Faubourg de Béthune. Non, mais c'est pour dire... Je n'ai rien à prouver. De ce point de vue-là, j'ai été très... Mais permettez-moi de terminer. Donc, pour dire que très tôt, nous avons commencé. Simplement, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller plus haut et plus fort. Alors, il y a un sujet dont il faut qu'on parle. Ça ne va pas dire grand-chose à ceux qui n'habitent pas l'île, mais ils peuvent quand même se représenter. D'ailleurs, ça ne dira pas grand-chose. Mais parce qu'en tout cas, c'est un gros sujet de la campagne, c'est la friche Saint-Sauveur. Je crois que vous avez une image, et au moins, on va se représenter ce que c'est aujourd'hui. La friche Saint-Sauveur, c'est un quartier qui n'est pas loin du centre-ville, 23 hectares, et que vous voulez aménager avec des bureaux, un complexe sportif, des logements et un grand parc. 65% de verts, 35% de construits. C'est bien ça. Et vos adversaires disent, on va encore bétonner, trop de béton. Martine Aubry, décidément, ne change pas. Alors, d'abord, moi, quand je parle je pense à logement, je ne pense pas béton. Je pense à tous ceux qui attendent un logement, et notamment les 16 000 personnes qui attendent un logement social. Je ne pense pas béton parce que depuis 2008, nous construisons BBC, basse consommation électrique, c'est-à-dire qu'on était très en avance sur les normes réglementaires et que nous choisissons des matériaux qui soient des matériaux qui énergétiquement soient de qualité. Je ne pense pas béton parce que je pense qu'il y a effectivement des besoins dans notre ville, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, notre plan d'urbanisme impose 40%, et tant mieux, et nous l'avons demandé d'ailleurs, puisque c'est la métropole, 40% de nature quand on construit des logements. Alors qu'est-ce que c'est ? D'abord, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on nous parle de la friche Saint-Sauveur parce que c'est un plein cœur de ville et on s'intéresse pour certains uniquement aux gens qui vivent bien en cœur de ville. Voilà la friche Saint-Sauveur aujourd'hui, dont on nous dit... Ça, c'est la friche Saint-Sauveur aujourd'hui, dont on nous dit que c'est une friche de biodiversité. Aujourd'hui, c'est quoi ? Hier, c'était des trains et des camions, puisque c'était le Cernam. Nous l'avons acquis grâce d'ailleurs aux lois sur le logement. C'est 1 mètre sur 80%, 1 mètre de béton, aujourd'hui. Voilà. Demain, voilà ce que ça sera, je vous donne une image. 65% non construit, 35% construit. Vous le disiez, voilà un peu l'ambiance. Voilà, vous voyez du béton. L'ambiance, c'est quoi ? C'est que, d'abord, il y a un grand parc. Au départ, il n'y avait que... Ce grand parc ne faisait que 0,8 hectares. Il fait maintenant près de 9 hectares. Il n'y a pas de bureau, je vous le dis. Il y a en revanche un lieu d'économie sociale et solidaire. Et à l'arrière, et je pense que la plupart aujourd'hui ne veulent pas qu'on enlève ce lieu culturel qui s'appelle Saint-Saul. Il y a aussi à l'arrière, effectivement, un élément de sport pour les enfants du quartier. J'ajoute que plus personne aujourd'hui, sauf France
France Insoumise, dit qu'il faut faire un Central Park sans logement. Ils ont tous changé pendant la campagne. Vous dites que les Verts ont changé de pied aussi? Oui. Ils disaient oui. on ne veut que de la verdure. Ils disaient on veut un Central Park. C'est sympa de faire un Central Park pour des gens qui ont le parc Jean-Baptiste Lebas et qui sont à 10 minutes à pied de la citadelle, 250 hectares de verdure. Moi, je pense aux quartiers populaires. Et je ne comprends pas qu'on ne parle pas des quartiers populaires. La ville a 6 quartiers populaires sur 10, où nous avons d'ailleurs créé des parcs, où nous avons des grands projets aujourd'hui. Personne ne nous en parle. Alors, on ne s'intéresse qu'à ceux qui vivent au cœur de ville. Moi, je m'intéresse à toute la ville, à toutes les Lilloises, à tous les Lillois. Et à ceux qui souffrent de l'insécurité. Question d'un lecteur de 20 minutes. Il s'appelle Olivier, il est médecin, il a 46 ans. Face à la recrudescence des vols à la tire, rue Nationale par exemple, et il est précis, et les tags non traités par les services municipaux, quelle est votre position, Madame le maire? Oui, alors là, je dis... Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Olivier, il est médecin, il a 46 ans. Je dis à Olivier, ça sur les tags, on ne peut pas dire ça. La ville était couverte de tags, nous avons maintenant une société qui intervient. On n'a pas le droit de le faire directement si on ne nous appelle pas, qui intervient parce qu'elle sait intervenir selon évidemment le mur et la qualité du mur qui est là. La ville. Donc ça vous dites c'est faux. On les traite dès que possible. Dans les 48 heures, dès que le propriétaire appelle. En revanche. Recrudescence des vols à la tire, explosion du trafic de drogue. Oui, ça c'est vrai. Explosion, on peut dire explosion. C'est vrai que comme toutes les grandes villes, et du côté de la Belgique comme chez nous, depuis que il n'y a plus de contrôle aux douanes, nous sommes envahis, il faut le dire, par des drogues qui arrivent d'Anvers et Rotterdam, où aucun contrôle n'est fait. Donc d'abord, il faut faire un travail, ce que le préfet et moi-même qui préside l'Eurométropole faisons avec les Belges et avec les Hollandais, parce que c'est de là que vient aujourd'hui ces drogues et que nous sommes une porte d'entrée. Lille, comme Marseille l'est. On n'est pas dans la situation de Marseille, on n'a pas d'armes, on n'a pas des gangs avec des armes, mais il y a effectivement eu monsieur dit explosion, s'il le souhaite. C'est vrai que pour moi, c'est un problème majeur. Les vols à la tire, comme il en parle, il ne faut pas non plus exagérer, la plupart des quartiers sont sûrs. Le vrai sujet, c'est le vol à la tire ou les vols chez les commerçants. C'est pour ça que là, il y a des caméras d'ailleurs de surveillance pour la plupart du temps. C'est vrai? Il y a 8 caméras, non, pardon, de la mairie. Vous en avez installé 8. Non, mais attendez, il y a un moment où il faut... c'est vrai ou c'est faux? Mais non, c'est 8. Il y en a eu 8 qui appartiennent à la mairie. Je vous donne un exemple. Hier, il y a dans la ville 6647 caméras. Oui, parce que vous comptez celle du métro, des commerces, mais madame, etc. Hier, on a arrêté quelqu'un qui avait agressé grâce à la caméra du métro. La semaine dernière, on a arrêté 3 personnes qui volaient dans les rues piétonnes grâce à des caméras d'un commerçant. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Vous allez augmenter ou pas le nombre de caméras? Oui, mais le problème, c'est de les mettre là où on en a besoin. C'est toujours ce qu'on a fait avec la police et avec la justice. Par exemple, depuis que je suis maire, nous avons demandé aux offices HLM de mettre des caméras. Vous avez changé de pied quand même sur cette question. Non, pas du tout. 8 caméras de la mairie, c'est... Madame, est-ce que je peux vous dire qu'on en a 6647 ou on en a 8 Non mais, si dans le métro j'ai des caméras, je ne vais pas aller en mettre, elles sont utiles. Quand les commerçants ont des caméras, comme encore une fois, on a fait arrêter 3 personnes la semaine dernière, je ne vais pas en mettre en plus pour le plaisir de dire je mets des caméras. J'en ai fait mettre chez les bailleurs sociaux, qui ne dépendent pas de nous, mais depuis 15 ans, dans les halls d'immeubles, là où il y a des trafics. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Les caméras nous servent à 2 choses. À dissuader, là où il y a des commerces qui ne peuvent pas bouger, et deuxièmement, à prouver qu'il y a des trafics. Mais ceux qui pensent qu'en mettant des caméras, d'abord tous les 25 mètres, on réglera le problème de sécurité, ou c'est des amateurs, ou ce sont des amateurs, ou alors c'est des démagogues. Je m'occupe, moi, de la sécurité 1/3 de mon temps minimum. Violette Spilbout, par exemple, qui se présente je sais qu'il faut ouvrir qu'il faut ouvrir toutes les voies, de la prévention à la sanction. Voilà. En passant par plus de présence humaine. J'ai harcelé, comme m'a dit un ministre de l'Intérieur, les ministres de l'Intérieur. M. Castaner m'a d'ailleurs écrit que nous manquions de policiers nationaux. La police municipale, je souhaite encore l'augmenter. Nous augmenterons les caméras de surveillance là où c'est nécessaire. Par exemple, je l'ai dit, autour de la gare ou de la rue qui mène à la gare, dans une rue piétonne où certains commerces ont fermé pour aller s'installer ailleurs à cause du coût des loyers, et donc il nous manque certaines caméras. Donc partout où c'est nécessaire, nous mettrons des caméras. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles soient là
pour dissuader et pour prouver là où c'est nécessaire. Et non pas pour expliquer qu'on réglera tous les problèmes. Scotland Yard à Londres a dit que c'était un fiasco total. La Cour des comptes a dit sur Lyon que ça coûtait très cher pour rien. Moi, je préfère des policiers sur le terrain qui vont apporter la tranquillité plutôt que des gens qui regardent des écrans. Une question, alors celle-là, elle est de Guillaume, 35 ans, fonctionnaire. Je vous demande d'être assez rapide, mais c'est une question qui, paraît-il, d'après ce qu'on nous dit, revient souvent. Vous n'avez pas préparé votre relève, vos troupes sont maigres, faméliques. Ne craignez-vous pas de faire le mandat de trop comme Gaudin à Marseille? C'est donc Guillaume, 35 ans, fonctionnaire. De me comparer à M. Gaudin, quand même, qui lui était à son combienième mandat. Bon, passons. Voilà. J'ai beaucoup mûri ma décision et j'ai beaucoup hésité, vous le savez, parce que j'avais dit, avant que personne ne me posait la question, j'avais dit, je pense que c'est sain, après 3 mandats, de s'arrêter. C'est pas que je n'ai pas préparé, car je sais très bien qui peut, demain, à la fin de ce mandat, reprendre effectivement la ville. C'est que dans une période où les Français, les Lillois ne sont pas des exceptions, se sentent vulnérables, on a l'impression qu'on a un défi énorme devant nous. Moi, je pense qu'on a le défi écologique, mais aussi le défi de la justice sociale. Et qu'il n'y aura pas de transition écologique que nous avons commencé dans la ville, pour lesquels il faut aller plus loin, 90 hectares d'espace vert, 20 000 arbres de plus, etc., des places vertes, des rues vertes, qu'on n'arrivera pas à cette transition écologique si on n'entraîne pas tout le monde, et pas seulement ceux qui peuvent. Et c'était vous qui pouviez faire. Je pense effectivement que vous étiez la seule à pouvoir le faire. Je pense que tenir les deux bouts, mon équipe, voilà, qui est d'une grande qualité et en capacité de le faire. Il faut de la compétence, il faut du courage et pas de versatilité. Et pourquoi j'ai appelé ça en confiance? Parce que quand j'ai décidé de me présenter après une grande réflexion, les Lillois m'ont dit « on a confiance en vous, quand vous dites, vous faites, merci de rester encore avec nous ». Voilà. Voilà. J'ai hésité, mais aujourd'hui, dans ma passion pour Lille et pour les Lillois, je suis enthousiaste à... Je pense que beaucoup des réponses de ces grands enjeux, y compris de l'enjeu démocratique, qui est quand même un vrai sujet aujourd'hui, viendront des villes. Et vous avez dit, la France va mal, donc par devoir. Donc vous non, dites, pas par devoir, j'ai maintenant de l'enthousiasme. Enfin, oui, non, mais c'est pas... J'y serais pas allée en... On peut avoir le sens du devoir et avoir de l'enthousiasme. J'ai pas dit par devoir, madame. Non, c'est moi qui traduis. Voilà. Le sens du devoir, des responsabilités. En tout cas, dans une France qui va mal, vous dites, j'avais dit que je ne viendrais pas, j'irai. Je voudrais vous poser une question sur le... circonstances exceptionnelles. Je pense, et ce n'est pas le coronavirus qui va améliorer les choses, je pense qu'on est dans une situation morale où la France a une vraie crise morale, que plus personne ne sait vraiment comment il va vivre demain. Les retraites en rajoutent d'ailleurs éménormément sur les inquiétudes sur la des gens. Réforme des retraites, justement, parce que ce texte a été adopté en première lecture avec le 49.3. Le gouvernement l'a fait il y a exactement une semaine, en réponse à l'obstruction parlementaire. Est-ce que vous le comprenez ce que c'est? Non, je ne le comprends pas parce que le 49.3, il est légal, il est prévu il est constitutionnel. Il a été utilisé, par exemple, par M. Rocard, Mme Cresson et M. Bérégovoy parce qu'il n'avait pas de majorité. Il a été utilisé par M. Valls lors de la loi Macron sur le travail le dimanche et lors de la loi El Khomri sur la loi du travail. Dans les deux cas, je m'y étais opposée. J'avais dit, il faut continuer le débat. Ici, sur ce débat sur les retraites, ça fait des mois et des mois qu'il y a soi-disant des concertations avec les syndicats, qu'il y a des gens dans la rue qui disent cette réforme, on n'en veut pas. Même le MEDEF dit on ne l'avait pas demandé. Bon, et on nous passe une loi déjà en situation accélérée, dont la plupart des éléments sont envoyés à des ordonnances, et on n'accepte pas d'entraîner le débat. Alors, ce n'est pas les dizaines de milliers d'amendements, je ne crois pas que ce soit la bonne solution, mais qu'il y ait, enfin je l'ai vécu avec les 35 heures, etc., qu'il y ait des milliers d'amendements et qu'il y ait un vrai débat, même des députés d'En Marche le disent et ont quitté En Marche. On aurait dû aller plus loin dans ce débat. C'est ça la démocratie. Pourquoi le gouvernement fait ça ? Je pense qu'il fait ça parce qu'il veut faire passer absolument sa réforme, comme le président a fait passer la suppression de l'ISF, un régime favorable pour les actions et les obligations, la baisse des emplois aidés. C'est un gouvernement autoritaire ? Je dirais en tout cas qu'il n'écoute pas. Et je crois qu'il ne comprend pas le problème des Français. Aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui sait ce qui va toucher à la retraite. Avec le nouveau calcul où, soi-disant, 1 euro dépensé, c'est légal. Non, c'est pas égal. Ça, c'est l'égalité ou la justice sociale vue par les macronistes. Donc c'est une erreur. Le 49.3,
Du point de vue démocratique, c'est une erreur. Là, c'est une erreur parce qu'il s'agissait d'aller jusqu'au bout d'un débat, quitte à, effectivement, si les amendements étaient pas retirés, in fine, arrêter le débat. Mais là, on était au cœur du débat. Tout le monde l'a dit, tous les députés l'ont dit. Donc, c'est un mépris du Parlement. C'est pas la première fois que ça arrive. La majorité n'est pas là pour appuyer sur un bouton, elle est là pour débattre et représenter l'opinion des Français. C'est comme ça qu'ils ont été. C'est pas votre conception de la politique, pour finir, Martine Aubry. Oui, non, c'est pas ma conception de la démocratie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va retrouver tous les candidats qui sont aussi présents dans ces municipales tout au long de la journée sur LCI. Merci beaucoup à toutes les équipes techniques qui nous ont permis de faire ce duplex avec vous, Martine Aubry, au Carnot, au cœur de Lille. Dans un très beau café. Dans un très beau café. On vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous pour le premier tour et on sera bien sûr en direct de Lille sur LCI dimanche soir, 15 mars et 22 mars. Merci à vous. Bonne journée.